On a reçu un petit message ce matin que j'aimerais vous lire. Le hasard fait bien les choses. Elle dit « Ce que j'ai vécu durant mes traitements en tant que maman atteinte d'un cancer du sein. Le cancer ne doit pas devenir normal. C'est une souffrance silencieuse de tous les jours. Un jour, que j'attendais l'ascenseur et que je ne me sentais pas bien en rentrant d'un énième traitement, une de mes voisines me demandait ce qu'il se passait. Je lui répondais « J'ai un cancer du sein et je ne suis pas très bien. » C'est alors qu'elle me répondit avec un grand sourire, presque malsain. « Oh, mais ce n'est rien, toutes mes copines ont un cancer du sein. » Et là, elle prend l'ascenseur et disparaît. J'étais dévastée par sa réponse, son égoïsme, sa bêtise et son ignorance du cancer. J'avais tellement de souffrances silencieuses et physiques à ce moment-là que je portais sur mes épaules mon monstre de douleur et je venais de pleurer entre les rangées de boîtes de conserve d'un supermarché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 8 ans après, et après avoir vu de multiples reportages sur des photos jolies sur le cancer du sein, car c'est Octobre Rose, que j'ai décidé de finalement poser ici un bout de mon histoire, de mon cancer pas joli et de mes pas jolies photos. C'était en septembre 2012 et après des essais de médicaments, des méga doses de radiation où l'on vous dit ne vous approchez pas de votre enfant pendant environ 1 heure à cause de la radioactivité et encore avec d'autres médicaments et beaucoup d'appréhension. Aujourd'hui, me poursuivent les calcifications douloureuses, partenaires silencieuses de vie, et non, le cancer n'est pas joli. Aujourd'hui, je suis une survivor, comme certains disent, mais avant tout ça, je suis Cookie Cat, maman à vie, artiste pas artiste, et skateboardeuse de 62 ans. Un message qu'on a reçu d'une Lyonnaise et que je partage aujourd'hui à cœur avec vous. J'ai Rodolphe. Ça m'émeut, bah oui, parce qu'on parle de combat contre le cancer du sein. La thématique qu'on a choisi de vous parler aujourd'hui. Rodolphe, tu peux lancer le générique. Bienvenue à tous pour cette émission spéciale Octobre Rose. Ce mois d'octobre, donc, où chaque fil rose, chaque lumière appelle un message fondamental, la sensibilisation et la prévention contre le cancer du sein. Chaque année en Suisse, des milliers de femmes sont touchées et face à cette maladie, la détection précoce peut donc faire une différence majeure. Et parce qu'en parler, c'est déjà agir, nous avons choisi de partager avec vous aujourd'hui des témoignages. On donnera également la parole à des spécialistes, notamment des docteurs du côté de la clinique de Genolier. Et puis on s'intéressera à l'accompagnement thérapeutique pour aborder les dimensions psychologiques, émotionnelles et corporelles vécues par les patients et les patientes face à cette maladie. On commence et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Karen et Argeline. Bonjour mesdames, bienvenue. Bonjour. Prenez place. Merci. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Installez-vous seulement. Alors Argeline, vous avez 28 ans. Vous travaillez dans un EMS et vous êtes actuellement suivie à la clinique de Genolier. En mars 2024, vous êtes opérée d'une mastectomie et vous faites une reconstruction immédiate. Malheureusement, vous faites une récidive et malgré la mastectomie, quelques mois après, actuellement, vous m'avez confié reprendre des forces et reprendre votre travail en essayant d'avoir un rythme quotidien qui est plus ou moins normal. On y reviendra parce que c'est important. À vos côtés, Karen Gobalet, bonjour. Bonjour. Vous êtes de Beugnin, vous avez 48 ans et vous êtes employée de commerce et une grande fan de musique. Vous m'aviez d'ailleurs confié être au cœur de la fanfare de Chézeret. On en parlera peut-être. De Beugnin, voilà. Oui. Ensuite, je me trompe de commune, ça, il ne faut pas faire d'impair. Vous êtes maman de 2 enfants. Vous venez tout juste de terminer vos séances de chimio il y a 2 semaines, oui, après avoir été opérée d'une mastectomie le 7 novembre. Vous dites « Jamais je ne pensais que ça pouvait m'arriver ». Si vous le voulez bien, Karen, est-ce que vous voulez nous partager le moment où vous avez découvert que vous étiez atteinte du cancer du sein ? Oui, c'était en avril dernier. Le week-end de Pâques, j'ai ressenti, j'avais mal à l'épaule et je pensais que c'était physique. Je me suis dit que j'avais porté quelque chose de trop lourd ou enfin un faux mouvement. Et puis le week-end d'après, tout simplement sous la douche, en me savonnant, je me suis rendu compte, oh, il y a quelque chose de bizarre ici. Et après, tout s'est enchaîné. J'ai appelé ma gynécologue le lundi. Le mardi, c'était mammographie, échographie, mercredi, biopsie. Et le verdict est tombé le vendredi 2 mai. Ma gynécologue m'appelait pour me dire que les premiers résultats étaient mauvais.
Et là, eh ben, À ce moment-là, tout s'écroule. ouais. Voilà. Vous vous dites quoi? Je pensais pas repasser. J'ai une de mes petites sœurs qui est décédée d'un cancer il y a 25 ans en arrière. Pas un cancer du sein, autre chose. Et voilà, je pensais pas ressentir... tout s'effondre à ce moment-là. J'ai pensé, mon mari, mes enfants, mes enfants qui ont 12 et 16 ans, voilà. C'était un combat aussi pour eux, finalement. Hein. Vous avez choisi aujourd'hui de partager le témoignage avec nous. Merci beaucoup déjà pour la confiance. Pourquoi c'est important aujourd'hui pour vous de témoigner publiquement et de faire passer un message? Eh bien, en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup à être touché par ce cancer ou avoir été touché par ce cancer. En discutant au village, tout simplement, mais moi je l'ai eu il y a quelques années, des personnes que je côtoie que je ne savais pas du tout qu'elles l'avaient eu. Et là, ça fait depuis le mois de mai que je suis en traitement. Et c'est chaque semaine maintenant qu'on découvre que quelqu'un l'a eu ou quelqu'un vient d'être touché par ça. Oui. Argeline, justement, on parlait tout à l'heure de cette idée de ne pas s'y attendre. Je pense qu'on s'y attend jamais, mais c'est aussi votre cas. Hein. Vous avez 28 ans, vous me disiez que dans la famille, il n'y avait pas eu de précédent. Comment est-ce que vous l'avez appris? Alors, moi, c'était juste un soir où c'était vraiment très, très banal et tout. J'étais juste en train de regarder la télé et après, j'étais juste en train de masser un peu. Étant dans les soins de cou, je me palpe moi-même, voilà. Et là, je sentais qu'il y avait une sorte de masse qui me faisait pas du tout mal, que je pensais que c'était peut-être juste une boule de graisse comme n'importe quelle femme peut avoir, parce que voilà, avec les hormones et tout, ça peut arriver. J'ai attendu très longtemps jusqu'à que j'appelle ma gynéco et elle m'a dit que c'est sûrement aussi une masse, mais on veut être sûr. Et la biopsie a donné du coup la mauvaise nouvelle. Et puis, c'était une nouvelle qu'à 27 ans, on ne s'attend vraiment pas à l'avoir. Surtout que il n'y avait pas de précédent. Je connaissais même très rarement des gens qui a eu le cancer du sein aussi tôt, aussi jeune. Qu'on me dit souvent, quand je croise des thérapeutes ou des médecins et qu'ils disent « Ah, tiens, vous êtes la plus jeune que j'ai ». Je ne sais pas si c'est quelque chose de bien ou pas, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas vraiment prévoir, on va dire. Ouais. Ça peut arriver à n'importe qui, malheureusement. Oui, forcément, il y a eu plusieurs étapes depuis, mais j'aimerais savoir, parce qu'on parle beaucoup, et peut-être pas assez justement de l'après les traitements, et vous dites aujourd'hui avoir repris votre travail, mais qu'il y a un point sur lequel il vous tenait à cœur aujourd'hui de parler, c'était notamment cette notion du chacun son rythme, et d'autant plus parce que vous êtes jeune, on a cette idée, mais tu es forte, tu peux y arriver, tu vas y arriver, mais finalement, chacun son rythme. Pourquoi ce message aujourd'hui, Argeline? Je trouve que c'est important que vraiment chacun prend son rythme avec la maladie. On va toujours passer par le déni, le deuil d'une vie qu'une jeune femme avait avant, que pas forcément elle aura tout de suite après les traitements. Ou même juste le fait d'avoir la nouvelle, il y a déjà tout qui va changer. Il y a déjà la physique qui va changer sûrement, il y a comment on va réagir à des nouvelles qui va changer. Et je trouve que moi, en tant que, du coup, quelqu'un qui l'a vécu d'un coup, comme ça, moi, par exemple, j'arrive pas à comprendre les gens qui disent « Ah, mais moi, ça va et tout, j'ai déjà vécu telle et telle maladie. » Ou il y a déjà des personnes qui m'ont dit aussi « Ah, mais tu te remettras et tout, ça va bien se passer. » Ou je connais quelqu'un qui a vécu la chimio, elle était forte tout de suite après. Et que moi, je vivais le contraire, je me suis dit, mais pourquoi moi? Pourquoi je me sens comme ça? Et je trouve que c'est important de vraiment que chacun prenne leur temps à eux, vraiment prendre le maladie personnellement et comment on appelle ça? Chacun ses astuces aussi, chacun ses astuces aussi à comment le vivre.
Il y a des gens, ils vont le vivre peut-être en disant, bah écoute, je vais changer ma vie, je vais être un peu plus dans la nature, m'approcher un peu plus du sport. Il y a des gens, ils vont se dire, bah écoute, je vais être chez moi, je vais lire mes bouquins et je vais prendre une paix intérieure, comme on dit. Oui, c'est Et important de c'est- respecter ça finalement. Clairement. Ouais. Karen, ce temps justement, vous l'avez pris aussi. Aujourd'hui, comment la maladie a changé votre quotidien? Je pense déjà plus à moi-même. Chose qui est difficile, mais je suis en train de me rendre compte, justement, là j'étais prise dans le tourbillon des chimios une fois par semaine, etc. Et là je me rends compte qu'il y aura vraiment un après-maladie, justement, que je ne serai plus la même qu'avant. Moi, je me décris en Karen 2.0. C'est bien. Ouais, non, Oui, c'est bien. mais oui. Ça, justement, j'aimerais mettre peut-être le doigt là-dessus, parce que ce après, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu dire qu'il y avait ce tourbillon des chimios et qu'après, on se sent parfois un peu seul parce qu'il n'y a pas le après. C'est quoi, vous, votre vécu? Est-ce que vous continuez à vous sentir accompagné ou médicalement, thérapeutiquement, il y a peut-être un vide qui est là quelque part? Non, alors justement, j'ai mis en route plein de choses avec la Genolier Foundation, qui a plein d'ateliers de marche, etc. C'est quoi vos bonnes astuces à vous? Justement, j'ai pris contact avec toutes ces associations. J'ai profité, j'ai fait un atelier d'Octobre Rose à l'hôpital de Nyon, la semaine prochaine à la clinique de Genolier. Je prends vraiment tout ce qui s'offre à moi pour me remettre d'aplomb et puis me remettre d'aplomb pour après l'opération. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pu reprendre votre travail, Karen? Non. Non, j'ai la tête... c'est pas possible, j'ai une mémoire de poisson rouge actuellement, donc... Ouais. D'où le fait qu'on dise chacun son temps. Oui. Argeline, j'aimerais revenir justement à votre parcours. Est-ce qu'il y a peut-être des pratiques, vous, qui vous ont fait du bien? Je ne sais pas, sport, méditation, art, ça serait lesquelles? Vos astuces à vous, même si on l'a dit, tout est très personnel. Ouais, alors moi, c'était la photographie. La photographie, c'était toujours quelque chose que j'adorais. Et du coup, ça me permettait de voir autrement les choses. Maintenant, si je prends les photos que je faisais avant et les photos que je fais maintenant, on voit quand même une différence aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les livres. Quand on est tellement fatigué pour bouger, le livre, c'est la lecture des romans ou pour moi, ça va être les mangas, quelque chose qui était un peu plus dans le côté japonais, les animés et tout ça. Ça me permettait du coup de vivre une sorte d'aventure en dehors en fait de ce que je vis actuellement. Ça me permet en fait aussi de me changer les idées. Parce que voilà, quand on est souvent sur les traitements, tout de suite, on est que sur la maladie. C'est le cancer, du coup j'ai un traitement à cette heure-là, j'ai un rendez-vous avec la doctoresse, j'ai un rendez-vous avec tel thérapeute, le physio. Le fait d'aller dans tout ce qui était lecture et tout, ça m'a permis de penser du coup à autre chose. Le fait d'avoir une petite bulle d'aération et peut-être un cocon où se réfugier tout aussi. À fait. Je vous propose qu'on retrouve tout de suite sur place à la clinique de Genolier le docteur Enyou. Impossible donc de parler d'Octobre Rose sans parler aux spécialistes de notre région. Chams, tu es sur place. Oui, bonjour Andrea, bonjour tout le monde. Je suis à la clinique de Genolier avec le docteur Alexandrou Enyou, oncologue. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Merci. Votre clinique est réputée, renommée pour le traitement du cancer. Vous avez les installations les plus modernes d'Europe et on a beaucoup parlé de la clinique de Genolier ces derniers mois parce qu'il y a eu des travaux et il y a eu aussi notamment cette idée de créer un réseau médical avec des experts venus du monde entier. On en est où? Oui, on est là, c'est-à-dire que c'est très important d'avoir toutes les machines, on doit avoir l'expertise pour savoir comment les utiliser. Et maintenant, bien sûr, on est dans le mois d'octobre, octobre rose, on discute du cancer du sein. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a plusieurs entités, en fait. On ne traite pas seulement un type de cancer du sein, mais il y a plusieurs entités. C'est pour ça qu'on a besoin de l'expertise pour personnaliser le traitement pour chaque patient. Et donc, c'est ça, en fait, le bénéfice d'avoir un réseau de professionnalistes. Et d'ailleurs, on est très fiers
C'est-à-dire que récemment, on a signé une collaboration avec la Mayo Clinic et donc on est partenaire de la meilleure clinique au monde. Est-ce qu'il y a eu des découvertes ou des innovations récemment dont vous pouvez nous parler, notamment dans le domaine du cancer du sein? Tout à fait. Il y a une innovation constante. Ce que je peux dire qui a changé un peu l'attitude dans les dernières 15 années, c'est en fait de comprendre qu'on doit traiter chaque entité du cancer du sein un peu différemment et d'adapter le traitement pour chaque patient. Et en fait, c'est ça le pouvoir et la possibilité qu'on a ici à Genolier avec le Centre du sein dirigé par la doctoresse Magdalena Kolik, où on met ensemble toutes les expertises pour pouvoir définir le bon traitement pour le bon patient au bon moment. C'est ça qui fait la différence. C'est de savoir exactement quoi faire et de personnaliser le traitement. Bien sûr, il y a beaucoup d'avances. Par exemple, il y a beaucoup de nouveaux traitements qui sont ciblés. Aussi, il y a une évolution de diminuer les effets secondaires, notamment, par exemple, la chirurgie. Maintenant, on a commencé à ne plus faire la chirurgie axillaire pour les ganglions parce qu'on a compris que pour certaines patients, on n'a pas besoin d'opérer. Donc, du coup, on diminue beaucoup les effets secondaires sur le bras, etc. En radiothérapie, il y a aussi une avance énorme en ce qui concerne la précision avec laquelle on peut délivrer la radiothérapie. Et pour finir avec la spécialité où je m'occupe de l'oncologie médicale, en fait, on a beaucoup de traitements ciblés et en hormonothérapie et en traitement systémique qui aident notamment le patient qui a besoin de. Vous, ça fait maintenant 25 ans que vous êtes oncologue. Est-ce que vous constatez une évolution dans la manière de prendre en charge le patient ou la patiente? Tout à fait. On avait commencé à faire tout ce qu'on connaissait, c'est-à-dire d'appliquer tous les traitements pour chaque patient avec le but d'améliorer les résultats. Maintenant, on voit une désescalade, une diminution des traitements qu'on offre justement pour avoir une meilleure qualité de vie, pour donner les meilleurs résultats avec moins de toxicité. Et je pense que ça, on peut voir ça et dans la chirurgie, et dans le traitement par radiothérapie, et dans le traitement systémique, notamment de diminuer les effets secondaires, mais de préserver les bons résultats à long terme. Est-ce qu'il y a un profil type des personnes qui peuvent être atteintes du cancer du sein, que ce soit l'âge, le genre, des habitudes de consommation? Alors, si on aurait la réponse là, s'il y aurait un profil simple, on aurait eu le prix Nobel pour ça. Ce que je peux dire, c'est que notamment le cancer du sein, c'est une maladie qui touchait avant plutôt la femme en post-ménopause, mais malheureusement, on voit de plus en plus le cancer chez les jeunes, et c'est pour ça que c'est très important d'essayer de faire le dépistage, de continuer à faire le dépistage pour les femmes en ménopause, mais surtout aussi de faire un dépistage, une autopalpation par exemple, comme on peut en discuter. Une minorité des cas sont liés à une mutation génétique. Et donc, pour ça, c'est aussi important qu'ici, on a la possibilité de faire le test génétique pour la majorité des patients qui ont une indication pour effectivement prévenir l'apparition du cancer. Et, vous avez parlé d'autopalpation. Justement, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, des symptômes qui sont alarmants, qui doivent nous indiquer qu'on doit aller consulter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout à fait. Bien sûr, chaque patiente a son contact avec son gynécologue, mais ce que je peux dire, c'est qu'à partir de 40 ans, c'est du bon sens de faire une autopalpation des seins une fois par mois, pas chaque matin, parce qu'on va rien sentir, mais faire une autopalpation des seins chaque mois. On peut choisir une date, le premier du mois ou bien même la date de naissance. Et comme ça, on peut dépister s'il y a des nodules qu'on palpe, ou bien des ganglions dans le trait axillaire, ou bien des sécrétions qui apparaissent au niveau du mamelon. Il y a plusieurs choses qui peuvent signaler un cancer. Je pense que la meilleure chose, c'est de contacter les médecins s'il y a des questions, s'il y a quelque chose qui ressort de l'autopalpation. Et de l'autre côté, si on est proche d'une personne qui est atteinte d'un cancer du sein, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut la soutenir? Est-ce qu'on peut agir d'une manière ou d'une autre? C'est clair que un diagnostic de cancer apporte une lourde charge psychologique.
nos patientes ont besoin de beaucoup de support pour s'y retrouver, pour comprendre qu'il y a de la vie après un diagnostic de cancer, surtout pour le cancer du sein. C'est important comme proche aidant de comprendre la situation, de comprendre que des fois les symptômes ou la dépression qui peut arriver, qu'on peut voir chez des patients sont normales et qu'on doit toujours offrir notre soutien, euh, soutenir la patiente d'une manière psychique, mais aussi l'aider à se mobiliser pour faire un peu d'exercice physique parce qu'on a la preuve, ça diminue le risque de récidive du cancer après un diagnostic. Donc, être proche, soutenir les personnes physiquement et psychiquement, c'est très important pour nous. Ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et moi, je vais aller dans l'autre bâtiment pour voir l'exposition de Pierrette. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller y jeter un œil? Oui, c'est très intéressant. Je pensais vivement une petite visite et d'interagir aussi avec les personnes qui sont là. On se retrouve de l'autre côté du coup. À tout à l'heure, Shams. Merci beaucoup. On parlait justement de la personnalisation du traitement et on va en parler encore avec une thérapeute, notamment en plateau, et une sophrologue. Elles sont avec nous aujourd'hui sur le plateau. Bonjour mesdames, bienvenue. Stéphanie et Christelle, venez seulement. Enchantée, prenez place. Je suis ravie de vous accueillir. Pardon. Merci. Alors, Stéphanie Lancia, vous êtes thérapeute, Christelle Lafosse, vous êtes sophrologue. J'aimerais savoir, mesdames, de manière générale, on l'a dit, c'était important d'avoir peut-être aujourd'hui ce suivi personnalisé à la carte, mais quel rôle peut jouer notamment peut-être la thérapie dans le parcours d'un ou d'une patiente de manière très générale? Pourquoi c'est important d'avoir cette personnalisation? Quels sont vos avis? Tu commences. Alors moi, je travaille avec le Centre de soins de support, je collabore avec eux, je suis donc sophrologue, hypnothérapeute, je travaille en PNL et je suis coach aussi dans le développement personnel. Et je suis, je dirais, le support entre l'équipe médicale, qui est importante évidemment, et puis les patients et leur vie. Comment ils vivent tout ça, comment ils peuvent gérer leurs émotions. Oui, vous me disiez d'ailleurs, je me permets de vous couper parce que c'est intéressant, on en a parlé en préparant cette émission, que outre l'aspect thérapeutique, le fait d'avoir ce rôle entre deux joue justement quelque chose, c'est lequel? C'est peut-être d'aider ces patientes à pouvoir mieux vivre leur thérapie, mieux vivre les traitements, les douleurs, les problèmes de sommeil, les problèmes de gestion du stress. Et puis, ce qui m'importe aussi dans mon travail, c'est que le patient s'autorégule, qu'il puisse intégrer et puis travailler lui-même aussi avec les outils que je peux lui apporter, qu'il puisse intégrer tout ça pour qu'il puisse, après, dans leur vie quotidienne, ces patients-là, utiliser tous ces outils pour améliorer le bien-être. Ça veut dire quoi? Connaître peut-être son corps au mieux pour mieux l'apprivoiser? Connaître son corps au mieux, travailler sur du positif, travailler sur des respirations, travailler sur des ancrages qui peuvent les aider à passer les étapes d'entraînement. Par exemple, la claustrophobie pour des IRM, etc. Donc, qu'ils puissent ensuite s'approprier, je dirais, ces outils afin de pouvoir eux-mêmes gérer, quand ils en ont besoin, gérer leurs émotions et améliorer, je dirais, leur cadre de vie. Leur quotidien, Stéphanie, j'imagine que c'est des mots qui résonnent chez vous. Oui. Lesquels et peut-être comment est-ce que vous intervenez chez les patients et les patientes? Alors, je suis aussi contactée souvent par les médecins, les infirmières, et puis lorsque je rencontre un patient ou une patiente, c'est vrai que c'est un monde qui est différent à chaque fois. La personne va vivre ce traumatisme, parce que c'est un réel traumatisme, et même une agression, quelque part, complètement différemment pour chacun. Et puis, en tant que thérapeute, c'est vrai que j'estime que nous sommes quand même les yeux et les oreilles finalement du médecin. On doit se faire le lien et être là en soutien. On est complètement complémentaires par rapport à la médecine. Et voilà, c'est un soutien émotionnel et physique donc, qui est essentiel aujourd'hui.
On parle beaucoup de médecine alternative aussi aujourd'hui, qui sont même parfois à la mode. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, c'est pas là le débat, mais comment est-ce que ça peut apporter un complément justement aux médecines aujourd'hui qui sont dans des cliniques comme la clinique de Gennevilliers. On se dit que les techniques sont à la pointe, mais comment est-ce que peut-être vos manières de faire peuvent apporter un complément, Stéphanie ? J'estime que ce sont des soins sur mesure, comme je disais tout à l'heure, et pour ma part, je vais équilibrer le système nerveux de la personne, entendre les mots et les mots, c'est-à-dire les mots qu'on peut exprimer, et puis aussi les douleurs physiques et émotionnelles de la personne. Et donc du coup, autant en hypnose qu'en massothérapie, on va soutenir les systèmes, les différents systèmes, redonner le contour à la personne, parce que bien souvent, ils se dissocient complètement et puis ils perdent un petit peu les repères de leur corps, de leur féminité. Et puis, du coup, le pouvoir du toucher n'est plus aujourd'hui à prouver. C'est vraiment thérapeutique. Voilà. Christelle, justement, la sophrologie, si on revient à votre cas bien précis, qu'est-ce que c'est et comment vous intervenez ? Alors, la sophrologie, c'est un travail où on apprend à respirer avec des techniques tout à fait très simples, mais on ne sait plus respirer dans nos vies. Donc, retrouver le calme, retrouver par la respiration, par des visualisations positives, par des futurisations aussi, que les choses vont bien se passer. Le cerveau, déjà, intègre, il vit dans une phase très calme, il vit ce qu'il doit vivre dans le futur, mais il va le vivre positivement. Et du coup, quand il se retrouve dans la situation, quand le traitement doit être fait, quand on doit passer des examens médicaux, le cerveau a déjà intégré une belle façon de pouvoir vivre ce moment. Et ça améliore les situations et les gens peuvent passer le cap quelque part par rapport à leur traitement qui est quelquefois douloureux, compliqué, inconfortable, je dirais. Oui. Donc c'est un travail vraiment de relaxation du corps et de l'esprit, retrouver cette harmonie entre notre mental qui quelquefois s'agite et le corps aussi qui ressent après quelques tensions. Donc c'est d'apprendre à réguler ces tensions déjà musculaires et corporelles pour qu'ensuite le cerveau puisse s'apaiser et retrouver du calme afin de mieux vivre aussi les explications médicales, etc., de plus être dans l'affolement, mais être plutôt dans la paix de l'esprit pour percevoir ce qui est bon de faire pour les patients. C'est vrai qu'on a cette idée, et peut-être à tort, qu'aujourd'hui, le cancer du sein est une maladie banale qui se soigne assez facilement, j'y mets beaucoup de guillemets, mais parce qu'on en parle, on connaît tous quelqu'un qui, on le disait peut-être même aussi, cette banalisation au point de, comme je le disais en introduction, ce témoignage, cette idée que il y a des images jolies du cancer, parce qu'il y a cette anémone qui se forme, que c'est quelque chose de joli, on entend beaucoup ça. Une image qu'il faut peut-être casser aujourd'hui, en tout cas c'est un message que j'aimerais faire passer, mais c'est quoi le vôtre en tant que thérapeute, c'est quoi le message que vous aimeriez faire passer en ce mois d'Octobre Rose ? Personnellement, je pense que, comme je disais tout à l'heure, chaque personne est un monde à part. On ne peut pas banaliser quelque chose qui va changer une vie entière. Donc, quel message j'ai envie de faire passer ? Comme j'ai entendu tout à l'heure, après cette expérience-là, ce parcours-là, les personnes sont complètement différentes. Et souvent, elles se révèlent après. Donc, j'ai envie de juste qu'elles entendent ça, en fait. Le après, parce qu'il faut effectivement qu'elles ne soient pas non plus seules tout de suite après ce traitement. Donc, vraiment se sentir soutenues, même le après. Oui. Pendant le après. Ouais, Christelle, vous faire rebondir sur ce après, justement, une vie après cancer. C'est quoi les conseils que vous pourriez nous donner ? Alors, on l'a dit, à chacun son cas, à chacun son rythme, mais est-ce qu'il y a des conseils quand même qu'on pourrait donner aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent ? Oui, effectivement, il y a un avant et un après cette période difficile que les patientes ont traversée, notamment dans l'emploi, dans le retour à l'emploi. Je crois qu'il est important que les patients se posent des bonnes questions. Qu'est-ce qui est maintenant important dans leur vie ? Est-ce que des valeurs ont changé ? Est-ce qu'ils peuvent nourrir leurs valeurs autrement ? Quels sont leurs besoins aussi ? Qu'est-ce qui est important pour eux dans la vie maintenant ? Après avoir traversé ces périodes difficiles et douloureuses, se repositionner, je dirais, dans ce que nous sommes et faire en sorte de trouver sa voie, qui peut-être quelquefois est meilleure. Moi, j'accompagne aussi les personnes en coaching pour l'emploi,
Et on peut travailler sur des bilans de compétences, voir un peu ce qui est utile maintenant à garder ou pas. Je dirais que la vie prend plus d'importance et l'idée d'être plus en accord avec nous-mêmes et peut-être moins pris dans la vie quotidienne où nous étions pris avant la maladie, de retrouver un petit peu sa place et avec confiance. Et c'est tout à fait possible de repartir même au travail ou de changer de travail ou d'objectif quelque part. C'est évidemment chaque patient a ses priorités et ses besoins, mais en fonction de ça, leur dire qu'il y a un joli futur derrière et quelquefois qui est plus profond et qui est plus réel et qui est plus vrai avec ce qu'ils sont, plus adapté avec leur personnalité, leur envie et leurs besoins dans la vie. Christelle et Stéphanie, merci beaucoup pour ces mots d'espoir surtout. Vous restez avec moi parce que on va parler de l'après aussi avec quelqu'un que j'aimerais vous présenter, Sarah Fontana, qui est dermopigmentiste et créatrice de prothèses d'auréoles mammaires sur mesure installées à Chavannes-de-Bougie. Alors ça fait 3 ans qu'elle travaille et qu'elle a lancé son entreprise Dermaro. C'était l'une des premières à avoir lancé cette méthode-là dans la région. Nous la recevions juste ici il y a quelques jours en plateau. On l'écoute. Un tout petit objet en silicone capable de redonner confiance aux femmes ayant subi une mastectomie. On va en parler avec vous, Sarah Fontana. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravie de vous recevoir dans le cadre d'Octobre Rose. Vous êtes créatrice de prothèses mammaires et spécialiste en dermopigmentation. Alors déjà, expliquez-nous comment vous avez commencé ce métier. Vous étiez assistante médicale à la base, hein ? Oui, tout à fait. J'ai travaillé en tant qu'assistante médicale pendant 15 ans. Et puis, après la naissance de ma fille, j'ai décidé vraiment de me lancer dans toute autre chose. Et j'ai découvert par hasard la dermopigmentation des aréoles mammaires. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit c'est exactement ce que je cherche. Travailler avec les femmes, pour les femmes. Garder vraiment un métier qui a pour moi du sens et un sens très fort d'ailleurs. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancée. Et puis pour pouvoir me former dans la dermopigmentation des aréoles mammaires, je me suis d'abord formée, la formation de base de dermopigmentation, c'est tout ce qui est maquillage permanent, etc. Et à la suite de ça, j'ai pu participer aussi à une formation de création d'aréoles mammaires en prothèse. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai développé la technique. Oui, parce que vous êtes l'une des toutes premières à avoir notamment proposé ça dans la région. Vous êtes basée à Chavannes-de-Bougie. Oui. Ça fait environ 3 ans que vous faites cette pigmentation. Mais déjà, expliquez-nous, quand une patiente, elle vient chez vous, comment ça se passe concrètement ? Alors, elles viennent en rendez-vous, un premier rendez-vous de discussion, d'essayage d'une prothèse aléatoire, discuter de l'épaisseur qu'elles aimeraient, de la couleur qu'elles aimeraient. Aussi, si elles ont une simple mastectomie, donc une mastectomie unilatérale, d'un seul côté, je peux mouler donc le sein, donc on va le faire à ce moment-là pour pouvoir reproduire à l'identique de l'autre côté. Et puis, si c'est en cas de double mastectomie, dans ce cas, je lui propose une bibliothèque de formes, de tailles différentes. Et donc, ça commence sur la couleur. Là, on voit qu'il y a Exactement. différentes teintes, justement ici. Voilà, donc on discute aussi de la couleur qui leur conviendrait. Et puis ensuite, là, je crois que vous avez d'ailleurs pris la colle. Comment ça se présente ? Parce que c'est tout petit finalement, ce petit objet en silicone. Oui, c'est tout petit. Donc, je peux vous montrer. Allez-y. Donc, je prends simplement l'aréole. On la cale entre les doigts ici. Je vais prendre un petit pinceau avec un tout petit peu de colle. Là, j'en ai un peu trop parce qu'elle va rester blanche sinon. Et en fait, à force de l'appliquer comme ça, elle finit par devenir transparente. Oups, pardon. Voilà, elle devient un petit peu plus transparente et quand on ne voit plus le blanc, on peut ensuite en prendre par le bout. Hop. On plaque bien parce qu'elles ont un effet ventouse un petit peu et ensuite on le place. Donc on met juste la colle sur les contours. Ça permet aussi que le côté un petit peu plus opaque sur les bords devienne un peu plus transparent. Et voilà, et là elle est placée et elles peuvent la garder plusieurs jours, 3 à 4 jours. Je préconise pas plus, même si théoriquement elle pourrait rester plus longtemps, mais je préconise pas plus de 3-4 jours pour l'hygiène. Voilà, elles la retirent, elles la laissent une nuit leur peau reposer, ouais. Pardon, et puis après elles peuvent la replacer. Je suis impressionnée par la qualité parce que c'est vrai que ça a l'air très très naturel. Comment vous avez fait pour trouver cette qualité-là ? Vous avez travaillé avec peut-être, j'imagine, des spécialistes de la région. Comment vous avez fait pour en arriver là ? Parce que vous l'avez dit, hein, il y a des bases de pigmentation, de tatouage. On voit tout a l'air vraiment naturel.
Alors en fait, tout est un travail sur le silicone. C'est de cette formation que j'ai pu bénéficier par le créateur de prothèses en Italie. Donc c'est tout à base de silicone. Ensuite, je viens colorer le silicone, rajouter les détails, etc. Donc ça se fait en plusieurs étapes. Et puis une fois que tout est terminé, si j'ai envie de rajouter encore des détails, je le fais par dermopigmentation. Donc je viens implanter le pigment comme si j'implantais sur la peau, mais sur la prothèse, pour rajouter des détails, du relief, etc. Ces détails, ils peuvent sembler banals, Sarah, mais qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes qui viennent Non, vous le dites, non, pourquoi Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes, et pourquoi ça a son importance? Parce que, oui, je parle de détails, donc on parle vraiment de détails qui est sur la prothèse, mais la prothèse en elle-même, c'est évidemment pas un détail, c'est quelque chose d'extrêmement important pour psychologiquement, physiquement, pour la reconstruction post-cancer, la reconstruction physique, la reconstruction psychologique. Ça touche à la féminité. C'est généralement, moi j'aime bien dire, c'est le point final vers un nouveau départ. Parce que vraiment, c'est à la fin de tout ce processus, à la fin des opérations, des traitements, etc., on a envie de se retrouver en tant que femme. Et c'est généralement là que j'interviens. Et c'est un énorme bien pour ces femmes qui me disent après, par message, par appel, ou quand on se recroise, que voilà, ça change leur vie, ça change leur vue sur elles-mêmes, leur intimité. C'est fou parce qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai que durant toute la période d'Octobre Rose, on parle beaucoup de la cause du cancer du sein, mais on oublie la vie après, ce qui est dommage parce que c'est là où tout recommence. Qu'est-ce qui manque peut-être selon vous en Suisse ou ici dans notre district pour qu'il y ait cet accompagnement qui soit encore mieux fait pour l'après? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de vide, en tout cas chez les patientes, qui s'installe sur... on est très accompagné pendant, même parfois par la famille, médicalement, mais qu'après, il y a une forme de vide. C'est quelque chose que vous ressentez aussi, vous, en tant que spécialiste? Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui font un travail incroyable, justement, pour accompagner ces femmes après le cancer, pour qu'elles ne soient pas complètement lâchées dans la nature une fois que tous les traitements sont terminés, etc. Donc, effectivement, je pense que cet accompagnement-là est très précieux, que ce soit grâce aux associations. Et puis, tout ce qui est reconstruction, moi, je pense que surtout, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une réelle prise en charge par les assurances maladie, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas du tout aidées pour la reconstruction, donc, ou très peu. Donc, si une patiente vient chez vous, aujourd'hui, c'est entièrement à sa charge? Alors, a priori, les assurances rembourseraient une partie de la reconstruction en général, mais c'est vraiment un montant très petit parce que ça comprend aussi tout ce qui est perruque ou rajout pour les cheveux, parce que ça aussi rentre en compte dans la reconstruction, parce que les cheveux ne repoussent pas rapidement, ne repoussent pas du jour au lendemain. Et tout ça, malheureusement, ce n'est pas suffisamment pris en charge, effectivement. Si on parle de chiffres, peut-être chez vous, notamment dans les patientes, on entend beaucoup dire que le cancer du sein augmente. Est-ce que c'est une réalité que vous aujourd'hui, pouvez attester sur le terrain? Oui, le cancer du sein augmente et malheureusement aussi chez les plus jeunes. C'est vrai qu'avant, on avait l'habitude de dire pas avant 50, 60 ans. Aujourd'hui, ma première patiente, toute première patiente que j'ai eue pour les prothèses avait 25 ans. Enfin, elle a eu son cancer à 25 ans, je l'ai eu quelques années après, mais à 25 ans, malheureusement, on n'est absolument pas à l'abri de ça, et effectivement de plus en plus jeunes. Est-ce que vous avez l'impression que votre métier a peut-être levé un tabou, le fait qu'il y ait ces prothèses aujourd'hui, ces pigmentations qui soient faites là, dans la région? Je sais que beaucoup de clientes viennent chez vous par le bouche à oreille, mais que ça a permis de libérer peut-être quelque chose, et qu'on se dit, tiens, il y a un prêt, et que ça a levé un tabou. Alors le tabou, de toute façon, autour de la poitrine, c'est toujours, Effectivement, on en parle de plus en plus, on est de plus en plus ouvert à ça. Je ressens aussi même auprès des hommes qui relatent beaucoup plus l'information. Et même le cancer du sein peut toucher les hommes aussi. Est-ce que vous avez des patients, vous? Alors, je n'ai jamais eu d'homme encore, mais effectivement, j'ai une pensée bien sûr pour les hommes qui peuvent également avoir le cancer du sein. Et puis, bien sûr, on n'en parle pas assez, mais de toutes les personnes transgenres qui sont touchées et pour lesquelles, malheureusement, je dis trop « elles » et pas assez « iel ». Mais effectivement, je pense à toutes ces personnes-là et je suis là
pour les accompagner si besoin. Oui. Aussi. Si on veut prendre contact justement avec vous, Sarah Fontana, vous êtes installée à Chavannes-de-Bougie, je le disais. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, soit par un petit mail, soit en me contactant directement par téléphone. Voilà. Très bien. Et ben, on mettra toutes les coordonnées juste ici à l'image. Sarah Fontana, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci à vous, c'est très gentil. Merci de m'avoir reçue. Pour cette dernière partie d'émission, on s'intéresse à l'art lorsque le Rose raconte, et notamment le parcours et l'œuvre artistique de Pierrette Conzette. Tu es avec l'artiste justement, Shams. Oui, je suis dans un autre couloir de la clinique de Genolier avec l'artiste Pierrette Gonzette-Favre. Bonjour. Bonjour. C'est une artiste de la région. Elle vit à Founé, a grandi à Founé, a son atelier à Founé, a élevé ses enfants à Founé. Voilà, c'est ça. Et vous avez ici une inauguration avec un titre adorable qui est Les rêves des enfants sont plus forts que la vie. Oui, c'est ça. En fait, bon, j'ai toujours, j'ai eu cette chance d'arriver à l'âge que j'ai et je voulais faire une fois redonner un petit peu ce que j'avais reçu dans la vie. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi que ce qui m'a accompagnée, c'était toujours les rêves d'enfant. Et en fait, j'arrive à 80 ans et c'est un petit peu un rêve d'enfant d'accrocher mes œuvres ici à la clinique de Genolier. Ah oui, particulièrement d'accrocher à la clinique de Genolier. Oui, parce que c'est aussi grâce à eux que je suis encore en vie. J'ai eu un cancer très sévère. J'aime pas raconter ma vie, mais j'ai eu un cancer très sévère il y a 11 ans. Et le docteur Briowski m'a dit, écoutez, on va essayer de vous donner 10 ans de vie. Et voilà, maintenant ça fait 11 ans et maintenant je redonne un petit peu de ce qu'on m'a donné. Vous avez été soignée ici, à la clinique de Genolier. Oui. Et les œuvres que nous voyons ici, on va marcher pour en montrer quelques-unes. Elles sont réalisées comment? Alors ça, c'est des œuvres de la partie du papier, les papiers anciens que j'ai trouvés dans la maison familiale parce que la sœur de ma grand-mère maternelle avait un atelier à Paris. Et puis j'ai eu cette chance de découvrir ces papiers du 19e, alors que j'avais toujours travaillé la toile de jute, surtout les sacs. On retrouve un clin d'œil à vos origines en tant qu'artiste, de travailler la toile de jute juste derrière nous. Qui ont beaucoup voyagé, qui ont été au Grand Palais à Paris, qui ont voyagé un peu partout. Et mais après, maintenant, là, j'ai depuis quelques années travaillé le papier, les masques, et c'est dans le même état d'esprit, dans le fond. Et c'est quoi cette obsession pour les masques, comme on voit ici? Parce que je trouve qu'on a tous des masques dans la vie, et puis la meilleure façon de connaître quelqu'un, c'est d'aller regarder derrière le masque. Voilà. Et du coup, d'être exposé ici, là où vous-même, vous avez passé plusieurs journées, mais surtout le fait de savoir que vos œuvres sont aussi regardées par des personnes qui sont elles-mêmes atteintes du cancer, qui sont des proches. Vous espérez leur transmettre quel message? Le message de jamais perdre l'espoir, de faire confiance, de se dire qu'il y a. Moi, je trouve que je suis une miraculée. Et j'ai eu cette chance extraordinaire que 11 ans après, je travaille encore, je vis encore, je me réjouis de la vie, je peux observer, recevoir et donner. L'année dernière, j'ai fait une grande exposition suisse-allemande qui a aussi très bien marché. Mais le plus beau moment, c'est celui-là, être à la clinique et de retrouver un tout petit peu de l'ambiance quand je venais boire mon café là au restaurant juste en face, voilà, et puis revoir les médecins, la docteuresse Furman et tous ces gens qui m'ont donné cette deuxième chance. Ouais. Quand on a échangé par téléphone, vous m'avez dit que vous vous considérez comme une privilégiée d'avoir pu être prise en charge ici immédiatement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Non, exactement, et ça on l'oublie jamais qu'on a eu les souvenirs aussi que j'ai de la bienveillance, de la gentillesse. Quand ça va moins bien, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous parler, pour vous rassurer. Non, je me considère comme une privilégiée. Ici, votre exposition, elle a été inaugurée le 1er octobre pour Octobre Rose, et elle va être en place ici jusqu'à la fin du mois de novembre, le 28. Mais toutes les œuvres que nous voyons ici, elles sont à vendre.
Et les fonds sont reversés à qui? À la fondation pour le cancer, voilà, la fondation des Genoliers, voilà. Et ça, c'est une énorme satisfaction de savoir que dans la vie, on peut pas seulement recevoir quand on a eu la chance oui, que je considère que j'ai eu beaucoup de chance, d'ordonner un petit peu, et c'est aussi un privilège. Et du coup, est-ce que vous voulez nous parler d'une de ces œuvres qui se trouve dans le couloir en particulier? Écoutez, on peut parler peut-être des toiles de jute. Oui, bien sûr. Parce que les toiles de jute, c'était le départ de mon travail. Parce que je suis lissière de formation. J'ai appris à travailler le fil. Et puis après mes 4 ans d'école de lissière et dessin, j'ai trouvé dans la ferme de mes parents, des sacs de toiles de jute. Et là, j'ai compris que c'était ça que je devais travailler. Aller à la recherche, parce qu'on vient de quelque part, c'est notre histoire, c'est une mémoire. Et dans ces sacs de blé, c'est toute la mémoire de ce qui nous a précédés. Et j'ai pas pendant des, je sais pas, 40 ans, en tout cas, je n'ai fait que ça, travailler ces toiles qui ont beaucoup, beaucoup voyagé, qui sont même allés au Grand Palais à Paris, qui sont allés, qui ont fait la même platine, etc., qui ont été, j'ai eu cette énorme chance aussi d'être soutenue par un collectionneur qui s'appelait Marcello Levi en Italie, qui aimait beaucoup le travail de la toile de jute. Sinon, peut-être que je me serais arrêtée avant. Donc, voilà. Vous disiez dans un article que la toile de jute, pour vous, symbolisait la vie. Oui, la vie, parce que la vie de la vie est la mémoire de tous ceux qui nous ont précédés. Parce que la toile de jute, elle résiste. J'aime beaucoup quand je déplie un sac de blé et que je vois les raccommodages. Pour moi, c'est tout des pans de vie. Je vois qu'ils ont été bien raccommodés, bien ou fait un peu n'importe comment. Ça raconte une histoire et ça raconte notre histoire. Et, du coup, c'est un peu quelque part aussi la vôtre, cette résistance. Oui, je crois que la vie elle est faite de beaucoup de bonheur, mais beaucoup d'épreuves aussi. Et puis il faut avoir cette énergie pour se dire que rien n'est jamais tout à fait perdu. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette petite visite. L'exposition est accessible du coup à la clinique de Genolier. Ce sera jusqu'au 28 novembre. N'hésitez pas à y faire un tour. Merci beaucoup, Chams. Merci Pierrette de nous avoir partagé ce parcours de vie et ce témoignage très très fort qui nous a beaucoup touchés en plateau. Merci mesdames d'avoir partagé ce moment avec nous. J'étais ravie de vous recevoir en plateau. Merci pour votre courage, votre force, votre résilience et de nous avoir apporté aussi un petit peu aujourd'hui de votre parcours, de vos histoires et de vos expériences. À très bientôt. Merci à On vous. prendra de vos nouvelles. Au revoir. Au revoir.